plaisir d'accueillir aujourd'hui Jérémy Cavé pour séminaire sur la ruée vers l'ordure. Ruée vers l'ordure, c'est aussi le nom d'un ouvrage qu'il a sorti aux presses universitaires de Rennes, donc qu'on peut faire circuler. Bien sûr. Et en fait, cet ouvrage, c'est l'ouvrage d'un aménageur, mais aussi de quelqu'un qui est un praticien. Et ça, c'est très important pour nous. On aime beaucoup recevoir des personnes qui sont capables de faire l'interface entre les deux. Et Jérémy va nous expliquer comment la question des déchets, leur recyclage, leur utilisation pose problème, porte conflit, en particulier à Coimbatore en Inde, peut-être à nous aussi. Ouais. Donc, je m'appelle Jérémy Cavé. Moi, je suis actuellement consultant, chercheur indépendant. Et j'ai une formation de sciences politiques à la base. J'ai aussi travaillé en bureau d'études sur des questions de services publics locaux et sur des questions environnementales. Et ensuite, j'ai fait donc un doctorat dans un labo qui s'appelle le LAT, auquel je n'appartiens plus, mais qui apparaît toujours sur la présentation, puisque cette présentation porte notamment sur ma recherche doctorale, qui a donné lieu à l'ouvrage qui est en train de circuler. Doctorat que j'ai effectué sous la direction d'Olivier Coutard et de Joël Ruet, qui étaient tous les deux donc chercheurs au LAT, donc un laboratoire de sciences sociales, c'est laboratoire technique, territoire et société. Et c'est un laboratoire qui est notamment rattaché à l'école des ponts et chaussées, où les chercheurs étudient beaucoup les objets d'infrastructures urbaines, tout ce qui est génie civil, mais avec l'approche des sciences sociales. Donc il y a des historiens, des sociologues, des géographes, etc. Et donc ma thèse était une thèse en aménagement urbain et aménagement du territoire et urbanisme. Mais vous verrez qu'il y a aussi une dimension assez politique à travers la question des conflits, justement, qui m'a amené à m'intéresser pendant mon doctorat à ce séminaire et qui m'amène ici aujourd'hui. Et je renouvelle mes remerciements aux organisateurs du séminaire pour leur invitation aujourd'hui. Donc la ruée vers l'ordure, c'est le titre de l'ouvrage et qui évoque une certaine une idée un petit peu contradictoire, le fait que des agents urbains dans des pays tels que l'Inde ou le Brésil ou ailleurs d'ailleurs puissent s'intéresser et se ruer vers cet objet pourtant repoussant qu'est l'ordure. Et donc ma thèse traitait de cette gestion disputée des déchets urbains. Donc j'avais un terrain, une ville d'études au Brésil qui s'appelait Vitória, dans l'état de Espírito Santo, et une autre ville d'études en Inde, Coimbatore, qui est une ville d'à peu près d'1 million d'habitants dans le Tamil Nadu. Deux villes plutôt industrielles, avec un tissu industriel relativement conséquent, et des villes plutôt prospères. Ce n'est pas des villes extrêmement pauvres dans ces pays-là. Mais là, je vais peut-être plus me concentrer sur le cas de Coimbatore, qui permet de mettre plus en valeur des dimensions territoriales des conflits dont je vais parler. Mais vous verrez, ou vous devinerez que dans la description que je fais du cas de Coimbatore, par moments, je complète aussi un peu le panorama avec soit des images qui viennent d'ailleurs, soit aussi des exemples qui peuvent être mobilisés d'autres cas. Parce que je pense que ce qui est intéressant, ce n'est pas juste l'étude en tant que monographie de Coimbatore, mais plus ce que ça révèle de ce problème assez criant aujourd'hui de la gestion des déchets dans toutes les villes du monde, où dans la plupart des cas, c'est un peu la panique. Donc je vais parler d'abord de ces investigations empiriques à Coimbatore, qui va nous permettre de faire émerger les conflits d'appropriation, puis discuter essayer de réfléchir au mode de règlement de ces conflits d'appropriation et de la question de la propriété des déchets. Et on verra que les conflits d'appropriation concernant les déchets sont une question assez épineuse à partir du moment où la définition même du déchet, c'est l'abandon. C'est-à-dire qu'un déchet, c'est par définition un objet ou une substance qui n'appartient plus à personne, qui a déjà appartenu à quelqu'un, mais dont le propriétaire a abdiqué de ses droits de propriété dessus. Donc en termes juridiques et latins, on parle de res derelicta.
avec cette idée justement de déchéance de l'objet. Et donc je propose dans le cadre de cette recherche une sorte d'économie politique territoriale comme cadre d'analyse de ces conflits. J'essaye de rattacher les déchets à des types de biens économiques, biens publics, biens privés, biens communs, biens de clubs, etc. On abordera ce que peut apporter la catégorie conceptuelle des bassins communs de ressources, au Common Pool Resources ostromiens, avant de rentrer justement dans l'étude sur le terrain des dimensions d'une part spatiales de ces conflits d'appropriation et économiques. Et voilà, et on conclura peut-être sur un regard un peu plus large. Donc ça, c'est voilà, l'ouvrage qui circule actuellement. Et donc, pour rentrer dans le vif du sujet, donc Coimbatore, c'est une ville dans le Tamil Nadu, donc au sud de l'Inde, une ville d'1 million d'habitants, mais donc c'est plutôt une petite ville à l'échelle de l'Inde. Et donc, là, je vous propose juste de faire une espèce de plongée dans le secteur de la situation de la gestion des déchets à Coimbatore. Bon, c'était plutôt en 2010 que ça se passait, ma recherche. Donc, avec, premièrement, un service public de gestion des déchets qui avait été récemment modernisé, c'est-à-dire que si la gestion officielle des déchets consistait jusque-là simplement à collecter les déchets en centre-ville et aller les jeter dans une décharge sauvage ou dans un terrain vague en périphérie, cette décharge avait commencé à poser des problèmes d'ordre de santé publique ou environnementaux, et donc la municipalité avait dit, bon, bah, très bien, on va faire appel à un prestataire privé qui va faire une collecte un petit peu plus systématique des déchets, qui va les apporter sur des quais de transfert, et ces quais de transfert vont permettre d'optimiser les flux de transport et de les envoyer sur un nouveau site en périphérie, où il y aura à la fois une plateforme de compostage, donc, qui permet a priori de produire du compost à partir des déchets ménagers, et pour ce qui n'est pas compostable, un centre d'enfouissement contrôlé, c'est-à-dire par opposition à une décharge. Un centre d'enfouissement, c'est une décharge où on récupère les effluents liquides, ce qu'on appelle les lixivia, qui pourraient polluer les sols, et où on récupère aussi les gaz, et notamment le méthane, qui pourrait soit causer des incendies, soit contribuer à l'effet de serre. Donc ça, c'est le service municipal tel qu'il était en train de se mettre en place quand j'ai fait mon terrain, donc via un espèce de special Purpose Vehicle, donc un espèce de consortium privé qui s'appelait la Coimbatore Integrated Waste Management Company Private Limited, et qui consistait en cet agencement d'acteurs privés pour mettre en place cette nouvelle organisation du service. En amont du service, il y avait l'idée de commencer à développer une collecte sélective, c'est-à-dire de distribuer aux habitants des corbeilles différenciées pour, dans la corbeille verte, dans la corbeille blanche, tout ce qui était recyclable, donc plutôt déchets secs, plastique, papier, carton, voire métaux, et dans la corbeille verte, tout ce qui n'était pas des déchets secs, donc les déchets organiques, et puis tout un tas d'autres machins et trucs un peu indistincts ou irrécupérables. Donc on voit là cette collecte sélective qui se met en place, mais évidemment c'est assez difficile, ça prend beaucoup de temps, que les gens se mettent à bien trier, etc., sur injonction municipale. Donc c'était vraiment les prémices de cette collecte sélective qui devait permettre en aval du système de produire un compost de bonne qualité, et qu'aussi l'exploitant privé du site de traitement des déchets puisse se rémunérer en revendant une partie des déchets secs vers des filières de recyclage. Donc là, on voit ce service à l'œuvre, avec des camions avec bras articulés pour collecter les bacs de poubelles à la lisière des quartiers. Des systèmes assez nouveaux. Qui ensuite, donc ça c'est les camions de collecte, ensuite ils arrivaient, donc on retrouve là le code couleur pour ce tri censément opéré par les habitants. Et là, le camion arrive sur un quai de transfert où chacun de ces deux conteneurs va être versé dans un conteneur spécifique qui va les compacter et permettre d'emporter ça sur le site en périphérie de la ville, mais en diminuant le nombre de camions sur les routes. Là, c'est le lieu de traitement. On voit un trommel. Donc là, c'est un trommel gigantesque qui permet d'avoir 200 tonnes de déchets par jour et qui est censé
par tri gravimétrique de progressivement séparer ce qui relève de tout petits morceaux ou de gros morceaux et de petit à petit arriver à un flux de déchets qui soit pratiquement organique ou le plus possible organique, qui permette de produire ensuite du compost, c'est-à-dire un amendement organique pour les sols. À la phase où j'en étais, ils étaient à une phase d'essai qui n'était pas très concluante parce que ça, c'était ce qui était censé devenir du compost. Donc vous pouvez constater qu'on est encore assez loin d'un flux organique pur. Mais c'était une phase de test, donc je leur laisse tout à fait le bénéfice du doute d'être arrivé à un compost de qualité, sachant que c'est possible, mais c'est compliqué de faire du compost sur un flux d'ordures ménagères mélangées. C'est beaucoup plus simple et de partir d'un flux de déchets organiques à 100%, et là on va arriver à produire un bon compost, mais même si à travers ces trommelles, il y a un bon tri, etc., on arrive toujours à avoir des résidus de verre ou des piles qui ont suinté, ou il y a toujours des métaux lourds, des petits bouts de plastique ou des bouts de verre qui se retrouvent dans un compost fait à partir d'ordures brutes, enfin dans la plupart des cas. Donc, du coup, voilà, ça c'est le service municipal, et du coup, ce qu'ils allaient probablement réussir à composter, c'était assez mineur, et ce qu'ils allaient devoir enfouir dans l'ensemble d'enfouissement, d'après nos analyses, allait être plus important que prévu. Mais en tout cas, voilà le système tel qu'il était le service municipal tel qu'il était en train de se mettre en place. Mais regardez le secteur de la gestion des déchets à Coimbatore impliquait de ne pas regarder simplement ce qui se passait dans le secteur officiel du service municipal formel, on va dire, mais voir aussi tout ce qui se passait dans le domaine qu'on appelle généralement informel, c'est-à-dire toute la chaîne de récupération et de recyclage, notamment activés ou exécutés par les waste pickers, qui sont les figures les plus connues de ce secteur, c'est-à-dire des gens généralement très pauvres qui arrivent souvent des campagnes, qui n'ont pas d'emploi formel, voire même de logement en ville, et qui du coup fouillent les poubelles de la ville ou fouillent la décharge pour y trouver des matériaux recyclables, pouvoir les revendre au jour le jour et en tirer un petit revenu de subsistance. Comme vous le voyez là sur ce schéma, les petits bonshommes avec leur sac là, sur l'épaule correspondent à ces waste pickers, à ces chiffonniers, comme on disait en France au 19e. Mais vous allez voir aussi qu'il y a en fait dans cette chaîne de récupération d'autres échelons qui sont représentés par ces balances, voire par les industries, parce que ce que ces waste pickers prélèvent sur la décharge ou dans les poubelles des citadins est petit à petit revendu à d'autres acteurs qui sont de plus en plus structurés, qui ont de plus en plus de moyens, et au final va se retrouver dans l'industrie, puisque ce n'est pas pour rien qu'il s'agit d'une chaîne de récupération et de recyclage, c'est-à-dire qu'au final, on va trouver les matériaux vont servir d'input dans des processus de fabrication, de production industrielle ou artisanale. Donc ça, c'est les waste pickers qui sont en haut de la montagne de déchets, donc sur le site officiel de la municipalité, et on voit qu'ils ont leurs gros sacs en plastique, ils sont sous un soleil écrasant, il fait une chaleur assez terrible, il y a des odeurs très très fortes qui se dégagent de ce site, et donc eux, ils n'ont pas particulièrement d'équipement, etc. Donc ça, c'est les waste pickers, c'est des figures très connues du secteur de la gestion des déchets dans les pays en développement, et c'est souvent un petit peu... ils sont présentés un peu comme l'arbre qui cache la forêt. Enfin, voilà, on a tendance à beaucoup se focaliser sur eux. Or, moi, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il y a tout un tas d'autres acteurs que ces gens-là. Donc, il y a d'une part les marchands ambulants, ce qu'on appelle aussi en anglais les junk buyers, c'est-à-dire c'est des gens qui passent en porte-à-porte, souvent avec une petite clochette ou un sifflet, et qui proposent aux habitants de leur racheter leurs vieux journaux, de leur racheter leurs vieux emballages, etc. Donc eux, ils ont déjà un véhicule, ils ne fouillent pas les poubelles à main nue et ils proposent une transaction monétaire pour récupérer des déchets recyclables. On a ensuite, voilà, donc ça c'est un autre exemple de marchand ambulant à Coimbatore. On a ensuite les marchands de proximité, donc ça c'est des petites boutiques qui sont un peu dans tous les quartiers où soit les waste pickers
peuvent amener ce qu'ils ont prélevé eux-mêmes dans les poubelles, soit les habitants eux-mêmes peuvent ramener, au lieu de les vendre aux marchands ambulants, ils les amènent eux-mêmes dans cette petite boutique. Et ces marchands donc rachètent, on voit là sur la gauche les vieux journaux, ou des plastiques, là sur la droite, c'est un peu moins bien rangé, mais en tout cas, ils rachètent ça, et on voit au milieu des plastiques, là, enfin on ne voit pas très bien, mais il y a une balance électrique. Donc à partir de enfin une balance, pas électrique je pense, mais une balance, c'est-à-dire que dès cet échelon, on pèse ce que les gens apportent, et en fonction du poids, on leur rachète leurs déchets. Ces marchands, ils sont dans tous les quartiers de la ville, et notamment en centre-ville, et vous voyez qu'ils ont des capacités de stockage assez limitées, ils ont des petites boutiques. Donc la phase suivante, c'est les négociants. Et les négociants, eux, ils sont généralement spécialisés sur un type de matériaux. Là, on a un exemple pour les plastiques. Ils ont des capacités de stockage plus importantes. Ils sont généralement en périphérie. Ils ont des espèces de hangars. Et eux, donc, ils rachètent à tous ces marchands et ils stockent, ils accumulent des quantités importantes en vue de les revendre de temps en temps. Et puis, ils affinent aussi le tri qui est fait. C'est-à-dire que les plastiques vont être séparés en 40 types de plastiques différents. Alors qu'à l'étape du marchand, il n'y avait que 4 ou 5 catégories qui prévalaient, on va dire. Donc voilà, les négociants, voilà, ils stockent, ils trient, en attendant de revendre directement à l'industrie. Alors, ils peuvent revendre aussi à des recycleurs un peu artisanaux, locaux, qui ne sont pas véritablement l'industrie, mais là, on voit un processus qu'on retrouve en Inde, au Brésil, en Indonésie ou n'importe où, qui est assez toxique et vraiment pas idéal pour la santé des travailleurs, mais disons que c'est un processus très basique qui permet de transformer des sachets plastiques en d'autres sachets plastiques de qualité moindre. Par exemple, le sac plastique avec lequel qu'on vous donnait en caisse de supermarché, si on le met là-dedans, on le fond à température et ça va permettre de fabriquer des sacs poubelles noirs, les sacs poubelles noirs assez épais qui ont une odeur un peu plus forte. Donc voilà, avec du plastique, on recrée du plastique, mais de qualité dégradée, quoi. Donc ça, c'est ce processus. Là, on a un broyeur pour le plastique dur qui permet de le réduire en petits granulés qui vont ensuite être revendus. Ça, c'est au Brésil, pour le coup, une photo, mais on a exactement le même genre de processus. Et là, on passe à un autre type de négociant qui rachète du papier et qui commence à le transformer. C'est-à-dire qu'il va acheter plein de marchands différents, et puis lui, il va compacter, il va commencer à faire des fagots, et là, on commence à retrouver un espèce de produit. On n'est plus tout à fait sur du déchet en tant que tel, et on est déjà sur quelque chose qui est formaté et qui va être revendu à l'industrie, qui est pratique à transporter, etc. Et là, on est déjà sur, le déchet redevient un produit, redevient une ressource. Donc finalement, cette chaîne informelle de récupération et de recyclage, on se rend compte qu'elle est assez structurée. Ce qui est très frappant, c'est qu'à Coimbatore, comme à Victoria, c'était exactement la même structuration, alors que c'est censé être informel et donc complètement désorganisé. Et en fait, donc, en regardant bien ce secteur, on se rend compte qu'effectivement, toute la partie, les chaînons les plus bas de cette chaîne sont effectivement dans la formalité, ils n'ont pas de droit du travail, pas d'assurance, etc. Mais par contre, dès qu'on passe à l'étape des négociants, et sans parler de l'industrie, on est sur des acteurs qui, eux, sont formels. Donc, loin d'être un simple secteur informel, un peu archaïque, type les chiffonniers de Paris du 19e siècle, et c'est souvent comment on voit la façon dont on perçoit les waste pickers aujourd'hui dans ces pays ou villes, en fait, ils sont très imbriqués dans l'économie industrielle, locale, nationale, etc. Donc pour revenir à notre cas de Coimbatore, on a déjà donc un pôle qui est le service municipal qui gère une partie des déchets. Il y a ce secteur informel qui s'intéresse particulièrement aux déchets secs. Et une des spécificités de Coimbatore, c'était d'avoir un troisième secteur d'activité ou de gestion qui était un dispositif créé par une grosse industrie papetière de la région qui avait mis en place ce dispositif qu'ils ont appelé Wealth Out of Waste, donc la richesse tirée des ordures. Et en fait, leur dispositif consistait à nouer un partenariat avec un peu des gated communities ou certains quartiers un peu résidentiels aisés et de leur proposer à eux une collecte sélective en porte-à-porte, privée, mais à la différence de la collecte municipale, on ne demandait pas aux habitants de payer un impôt pour bénéficier de ce service. Là, cette collecte sélective, donc centrée sur les déchets recyclables, pareil que les marchands ambulants du secteur informel, proposaient aux habitants de leur racheter leurs déchets recyclables au poids.
Et donc ce dispositif permettait à cette industrie papetière de s'approvisionner en déchets usagés pour alimenter son processus de production. Tout ce qui était plastique et métaux qu'ils arrivaient à récupérer, ils le revendaient à des négociants du secteur proto-informel, on va dire. Donc, d'une certaine façon, un acteur industriel de grande ampleur, formel, mettait en place une collecte sélective privée au même moment où la municipalité essayait de mettre en place sa collecte sélective formelle, sa nouvelle collecte sélective à elle. Donc ça, c'est des images de ce Wealth Out of Waste, de ce dispositif. Et en fait, une des particularités, c'est qu'ils ne se contentaient pas de venir collecter en porte-à-porte et de racheter les déchets secs au porte-à-porte, mais d'entrée de jeu, ils distribuaient un grand sac en plastique aux habitants en leur disant « vous mettez ça dans votre arrière-cuisine ou je ne sais pas où, et au fur et à mesure de votre activité quotidienne, vous y rangez tout ce qui est emballage, plastique, papier, etc. Et comme ça, quand on passe, il vous suffit de nous tendre votre sac qui est déjà rempli de déchets secs, et nous, on le pèse et on vous paye. » Donc, voilà, un dispositif assez particulier, assez innovant. Et ensuite, quand on allait voir ce qu'ils en faisaient ensuite, on retrouvait exactement le même mode de fonctionnement que dans le secteur informel, c'est-à-dire des gros sacs pour stocker, un hangar, une balance électronique et des gens, des ouvriers ou ouvrières en l'occurrence, payés pour faire ça au quotidien. Et donc finalement, voilà, on aboutissait à cette vision un peu systémique, ou en tout cas cette vision d'ensemble de la gestion des déchets à Coimbatore, où on se rendait compte que ce qui transitait par le service municipal n'était qu'une partie de l'ensemble du gisement de déchets. Et ce qu'on se rend compte aussi avec ces flèches, c'est que ces différents dispositifs de gestion des déchets ne sont pas exécutés de manière isolée, mais qu'en fait, il y a des flux qui passent de l'un à l'autre, notamment pour tout ce qui est revente des déchets plastiques, métaux, etc., qui passent par ces négociants pour rejoindre ensuite l'industrie. Donc, il y a aussi des interactions entre eux. Il n'y a rien de formalisé, mais dans les faits, dans la pratique, les flux sont interconnectés et n'opèrent pas en vase clos. Et à Vitoria, on retrouvait à peu près le même schéma. Alors, il n'y avait pas le Wealth Out of Waste, mais les Waste Pickers avaient la particularité d'être beaucoup plus organisés socialement, politiquement. Ça, c'est le cas particulier du Brésil, et je pourrais y revenir par la suite si vous voulez. Donc, ces flux interconnectés n'allaient pas s'en poser des problèmes, et à partir du moment où un acteur industriel tel que ITC mettait en place une collecte sélective, ça venait percuter par moment la collecte sélective municipale telle qu'elle a essayé d'être déployée par les autorités publiques. Donc, dans certains quartiers résidentiels, il y a eu des heurts qui se sont produits entre les agents de collecte parce que, d'une certaine façon, ils intervenaient, ils se retrouvaient au même moment devant les foyers à vouloir récupérer leurs déchets recyclables. Et il était difficile de savoir qui avait la priorité parce que dans un cas, c'était des agents, certes privés, mais du service municipal. Et dans l'autre cas, c'était des agents privés aussi, mais qui, eux, proposaient aux habitants de racheter leurs déchets secs. Donc, il y a eu des conflits, des heurts, et qui ont engendré une prise de conscience de la part des autorités que leur collecte sélective était d'une certaine façon sabotée par d'autres dispositifs qui avaient vocation à récupérer les mêmes déchets. Donc, moi, dans mes recherches, et les acteurs sur place se sont très vite heurtés à cette idée que, en fait, se joue autour des déchets secs quelque chose qui relève autant de la sphère marchande que de la sphère du service public municipal, parce que, comme m'avait dit un interlocuteur en Inde, quand je lui disais « mais alors ces déchets-là, plastiques, ils vont où ?» Il m'avait regardé, on disait « This is not garbage, ce n'est pas des ordures, these are recyclables ». Donc, on ne parlait pas du tout de la même chose. Je me suis rendu compte à ce niveau-là que en fait, ce que moi j'englobais dans la sphère du déchet avec mes yeux d'Européen, etc., n'était pas perçu du tout de la même façon par les acteurs sur place. Et s'agissant de sociétés urbaines assez inégalitaires d'un point de vue socio-économique, évidemment, même ce que certains citadins considèrent comme des déchets, d'autres les considéraient comme des ressources. Donc, c'est difficile d'illustrer ou de donner des preuves tangibles de ces conflits d'appropriation, parce que ça a été des heurts assez sporadiques qui ont donné lieu à des réactions politiques, mais qui n'ont pas dégénéré en émeutes
ou en conflit physique sur la durée, mais on voit, enfin, je vais vous parler notamment plutôt d'interception ou de conflits qui assez vite n'éclatent pas parce que l'un des deux acteurs se rétracte. Là, on voit par exemple, alors ça c'est des images qui viennent du Brésil, c'est un service municipal qui passe et en fait il y a une dame sur la droite, la photo en haut au milieu, il y a une dame sur la droite qui est habillée en orange et qui en fait est une waste picker, qui est une catadora au Brésil, donc quelqu'un qui était en train de fouiller les poubelles sur la rue. Et lorsque le camion arrive, en fait elle se met sur le côté et elle fait semblant de réorganiser ses affaires. Et les agents du service municipal prélèvent tout ce qu'il y avait dans la corbeille en métal et s'en vont en ne laissant rien derrière eux. Et donc, elle s'est fait d'une certaine façon dérober tout ce qu'elle s'apprêtait à fouiller, à trier, etc. Et les poubelles dans cette ville ont la caractéristique d'être ce récipient, il se referme. Et donc, quand le camion de collecte est reparti en laissant la poubelle vide, cette femme, la catadora, elle a eu ce geste que j'ai trouvé assez éloquent, qu'elle-même, elle est allée refermer la cage en métal alors qu'elle était vide et qu'elle avait été elle-même privée de ce qu'elle aurait pu en retirer. Mais elle a eu ce geste de finir le travail, en fait, d'une certaine façon. Et là, on a d'autres exemples. Alors ça, c'est des photos qui viennent plus de Coimbatore, mais qui viennent d'Amérique latine plutôt. Là, je crois qu'on est à Montevideo, en Uruguay. Et là, on a voilà, les poubelles municipales implantées par la municipalité, etc. Et la charrette du catador qui vient se juxtaposer à ce système formel et qui va écrémer tout ce qui est dans la poubelle de ces matériaux les plus lucratifs. Et d'une certaine façon, cette juxtaposition du monde formel et informel, elle n'est pas nouvelle. C'est le propre des sociétés urbaines de la majorité du monde actuel. Mais ce qui est assez nouveau dans cette situation à Coimbatore, à Victoria, etc., c'est que aujourd'hui, à Coimbatore, pour rester sur ce cas-là, les autorités municipales ont dit bon, bah, notre décharge sauvage en périphérie, ça ne peut plus aller. On va embaucher un prestataire privé, on va lui demander de construire un centre d'enfouissement, une plateforme de compostage, et puis on va le rémunérer. Donc on va le rémunérer au nombre de camions qui rentrent sur son site, et puis lui, dans le contrat, il a aussi prévu de se rémunérer sur la revente du compost aux agriculteurs et sur la revente des déchets secs recyclables aux négociants du secteur informel. Et donc, cette récupération informelle qui a lieu en parallèle du service municipal, elle devient problématique à partir du moment où elle est susceptible de mettre en péril l'équilibre économique du service municipal, l'équilibre économique du prestataire privé auquel les autorités ont fait appel pour gérer les déchets au quotidien. Parce que si ces gars-là écrèment le gisement de déchets de tout ce qui est métallique, de tout ce qui est papier, carton, plastique, finalement, il reste dans la poubelle que des matériaux un peu indistincts, souillés, mêlés, dont il est très difficile de tirer quelque chose. Et donc, le service municipal va consister simplement en l'enfouissement et ça rapporte beaucoup moins que prévu. Donc c'est à partir du moment, si vous voulez, où il y a une reconfiguration du service municipal en fonction d'un certain nombre d'objectifs de rentabilité ou en tout cas d'équilibre économique, que ces interceptions matérielles par le secteur informel notamment ou par le dispositif Wealth Out of Waste qui est encore plus menaçant parce que potentiellement avec une force de frappe importante, deviennent problématiques. Là, on a des données juste illustratives, mais je vais peut-être passer là-dessus, où on montre que... non, je vais passer là-dessus, parce que ça nous amènerait trop loin. Donc, à partir de ce constat de conflit d'appropriation, se pose la question, mais finalement, donc, il y a conflit, mais pourquoi ces conflits ne sont-ils pas réglés par le droit? Pourquoi est-ce qu'il y a conflit? Et au final, qui est-ce qui est légitime pour récupérer ces déchets? Est-ce que c'est le prestataire parce qu'il est payé pour ça et qui veille à la propreté urbaine? Est-ce que c'est les exclus urbains parce que leur subsistance quotidienne est en jeu? Est-ce que c'est l'entreprise privée parce que finalement, elle assure qu'il va y avoir un débouché de recyclage hyper précis puisqu'elle a son usine de papier, etc. Il n'y a rien d'évident a priori. Donc on assiste au déploiement conflictuel d'un service municipal donc modernisé avec ses exigences de rentabilité, avec
différents dispositifs de gestion des déchets qui coexistent, des dispositifs qui sont imbriqués et qui donnent lieu à des heurts. Il n'est pas possible de parler de simple concurrence entre ces systèmes puisque il n'y a pas un système de règles partagées sur lesquelles l'ensemble des acteurs seraient d'accord et qui permettrait de régler les litiges ou en tout cas d'orchestrer la distribution, la répartition de ces objets en fonction de la performance des uns et des autres, etc. Et du coup, est-ce qu'on est sur du vol? Et souvent, les autorités publiques ont tendance à pénaliser ou à sanctionner la récupération informelle en la taxant d'être illégale, de s'apparenter à du vol, etc. Donc, voilà, comment qualifier ces rivalités, ces conflits d'appropriation à partir du moment où ils visent un objet qui n'appartient plus juridiquement à personne. Dans la loi et dans les règlements municipaux, il est souvent dit que les autorités publiques ont la responsabilité de gérer les déchets ou en tout cas la responsabilité de faire en sorte que l'environnement urbain soit propre et ne soit pas source de nuisance pour les citadins. Mais les règlements ne parlent pas pour autant de droit de propriété sur les déchets ou de qui appartiennent ces matériaux. Donc, il nous a fallu déployer un raisonnement plutôt d'économie politique où on s'intéressait à ces transactions, on s'intéressait à ces échanges de matières, souvent assortis d'un échange de monnaie ou pas, mais en essayant de muscler ce raisonnement économiste avec la prise en compte de rapports de pouvoir, de rapports de force entre des acteurs très très hétérogènes. D'un côté, les autorités publiques municipales, de l'autre côté, les acteurs du secteur informel avec les waste pickers en bas et puis les gros négociants en haut, et d'un autre côté, des grands groupes industriels tels que ITC, qui est une multinationale avec des usines dans le monde entier et qui a un pouvoir énorme. Donc, dans le cadre de ma thèse, moi, je partais d'une littérature d'aménagement urbain qui prenait très peu en compte cette dimension conflictuelle de la fabrique urbaine. Donc, je suis allé chercher plutôt dans des littératures de l'écologie politique urbaine pour essayer, Swingodow notamment, pour essayer de prendre en compte ces rapports de force, essayer de les intégrer dans l'analyse et de vraiment concentrer sur les rapports de force qui sous-tendaient ces échanges ou ces appropriations de déchets entre citadins, récupérateurs, etc. Et dans la ligne de recherche dans laquelle j'évoluais, au LATS, etc., il y avait souvent un raisonnement sur les services publics locaux, sur tout ce qui est services publics, services de club, tout ce raisonnement sur le type de biens économiques que représentaient les services urbains fournis par les autorités publiques via des prestataires privés. Donc, je suis retombé, j'ai en tout cas cherché à m'appuyer sur cette distinction très classique en économie publique sur les types de biens et ces grandes catégories que j'ai dans un premier temps essayé d'appliquer aux services publics de la gestion des déchets. Et je me suis appuyé pour ça sur sur un peu la littérature grise, type Banque mondiale, UN Habitat, où il y avait des tentatives d'essayer de segmenter le service de gestion des déchets étape par étape pour essayer de le classer dans cette typologie, bien public, bien de club, bien privé, etc. Et on se rend compte que voilà, du coup, le service aboutissait à être extrêmement segmenté, qu'il y avait un seul type d'activité privée ou de bien privé qui était la vente des déchets recyclables, et que la case des biens communs était, elle, particulièrement vide. Et donc, assez rapidement, je me suis rendu compte que il y avait un peu une aporie à essayer de conceptualiser le service lui-même de gestion des déchets dans une de ces catégories, parce qu'il était trop hétéroclite et rempli par des acteurs trop différents, et qu'il fallait peut-être déplacer le raisonnement à l'objet lui-même, non pas le service de gestion des déchets, mais l'objet, les déchets, ou en tout cas le gisement urbain de déchets. Et justement, pour dépasser un petit peu cette dichotomie bien privé, mal public, et en fait, j'en suis venu à prendre confiance que,
conscience que le déchet n'est pas, voilà, ne peut pas être rangé dans ni l'une ni l'autre de ces deux catégories, mais c'est plutôt un continuum. Le gisement urbain de déchets, c'est à la fois des ressources d'une part et une nuisance aussi, donc ce qui relèverait du bien public, quelque chose dont aucun acteur marchand, auquel aucun acteur marchand ne va s'intéresser spontanément. Mais qu'en fait, il était impossible de tracer une frontière séparant ces deux pôles, et qu'au contraire, le gisement urbain de déchets, il est toujours à cheval entre ces deux catégories, mais que ces deux catégories sont poreuses, parce que finalement, il suffit qu'apparaisse un débouché industriel pour, je ne sais pas, le caoutchouc, et bien le caoutchouc des déchets va cesser d'être vu comme de l'ordure et va devenir une ressource que des waste pickers vont pouvoir cibler pour essayer de la revendre, parce que tout d'un coup, elle va être attribuée, on va lui attribuer une valeur marchande. Ou plus concrètement encore, une feuille de papier qui peut être considérée comme un objet recyclable, comme une ressource potentielle, si elle gît dans votre poubelle pendant 3 jours avec des tomates moisies, etc., bah, au bout d'un moment, elle se décompose, elle perd justement ses propriétés et il n'est plus possible d'en retirer quoi que ce soit. Donc finalement, il y a tout un tas de paramètres économiques, de paramètres spatiaux et temporels qui font que cette distinction entre bien privé et bien public, elle était indiscernable. Et donc, il s'est révélé au cours de la recherche plus intéressant de formuler le problème en termes de biens publics impurs et de considérer que le gisement urbain de déchets est toujours à la fois pour partie des ressources et toujours à la fois pour partie des nuisances. Donc là, on pourra revenir un peu sur cette segmentation qui n'est plus binaire, mais qui essaye de montrer que justement, il y a une porosité. Et on retrouvait souvent le modèle d'organisation, le schéma là, jaune, bleu, vert, que j'ai montré pour Vitoria avec les différents, ou Coimbatore, avec les différents dispositifs de gestion. Et donc, ce raisonnement-là nous a amené à nous intéresser à toutes les réflexions et les analyses ostromiennes sur ce qu'est les Common Pool Resources, où il y a effectivement une partie de flux et de stock. On a, je ne sais pas, un lac avec une réserve de poissons, et donc une partie de flux qu'on peut prélever, mais une partie de stock à préserver de façon à ce que le flux se maintienne sur la durée, etc. Et donc, en rentrant un petit peu dans le détail de l'analyse, on a dégagé cette caractérisation des problèmes d'appropriation pour les biens communs, d'après Elinor Ostrom, comme étant de deux ordres. D'une part, un qui renvoie à une dissipation des rentes, donc à un problème économique, de fait que comment réduire l'incertitude quant à l'obtention d'un certain nombre d'unités de ressources acteur par acteur, et d'autre part, une dimension spatio-temporelle d'accès à la ressource, et avec l'idée que les conflits d'appropriation surgissent de considérations d'accès ou de l'absence d'attribution claire de créneaux horaires ou temporels pour que les gens puissent accéder à la ressource sans que leur prélèvement soit contesté. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est, dans le cas de Coimbatore et empiriquement, d'essayer de voir si on retrouvait ces deux dimensions-là des conflits d'appropriation pour voir si, effectivement, est-ce que cette catégorie de Common Pool Resources pouvait être utilisée pour appréhender le gisement urbain de déchets dans des villes de pays émergents, en l'occurrence, ou en tout cas à Coimbatore. Donc je vais commencer d'abord par l'attribution de l'accès spatio-temporel à la ressource, et on reviendra dans un deuxième temps sur la dissipation des rentes. Donc en fait, spatialement, ce qui se passe à Coimbatore ou à Vitoria, bien plus que des conflits à proprement parler, parce que les conflits ils se produisent sporadiquement, mais en fait la façon dont ces conflits d'appropriation se manifestent, c'est surtout par des courts-circuits. C'est-à-dire une capacité d'un certain nombre d'acteurs à se déployer territorialement, à se déployer dans le temps de la journée, de façon à écrémer le gisement avant que d'autres s'en emparent. Donc ces courts-circuits, ils étaient notamment liés au fait que, d'un point de vue technico-économique, à Coimbatore, donc là vous avez le plan de la ville, et en vert, la boule en vert, c'est le centre de traitement des déchets géré par l'opérateur privé. Donc comme vous pouvez le voir, il est en banlieue, à une douzaine de kilomètres du centre-ville, et en fait, la collecte à travers la ville, elle est réalisée par la régie municipale, par les services municipaux, qui apportent le produit de la collecte dans quatre
centres de transfert qui sont les boules bleues, enfin les ronds bleus. Et une fois que les déchets arrivent sur les centres de transfert, l'opérateur privé en prend possession, il met ça dans ses camions compacteurs et il emmène ça sur son centre d'enfouissement. Mais cette configuration très centralisée du service municipal de gestion des déchets représentait un espèce de handicap très important pour l'opérateur privé qui, je le rappelle, dans son business model, il escomptait avoir, de mémoire, c'était 20% de ses recettes qui proviendraient de la revente des déchets recyclables. Sauf que, étant cantonné en périphérie de la ville, ce n'était pas lui qui était chargé directement de la collecte au porte-à-porte, et lui, il ne recevait les déchets qu'à partir du moment où ceux-ci arrivaient sur les quais de transfert. Mais qu'est-ce qui se passait en amont de cette arrivée sur les quais de transfert? Il y avait d'une part tous les acteurs informels, que ce soit les waste pickers ou les marchands ambulants, qui faisaient leur propre tournée des maisons et prélevaient ce qui les intéressait. Et il y avait aussi en plus les agents municipaux de la collecte qui, en complément de salaire, pendant la collecte, ils se ménageaient un petit sac de côté et puis ils y mettaient toutes les bouteilles en plastique, les tétrapacks, les cartons, etc. Et puis avant que le camion arrive sur le quai de transfert, ils s'arrêtaient chez un marchand ambulant et ils revendaient ce qu'ils avaient eux-mêmes trié pour se faire un petit complément de salaire, qui n'est pas négligeable par rapport à leur salaire mensuel. Donc ça représentait un écrémage substantiel. Donc finalement, l'opérateur privé qui comptait sur ses recettes issues des déchets recyclables, il était court-circuité spatialement parce que cantonné en périphérie. Même s'il avait lui-même exécuté la collecte, par exemple c'était le cas dans le cas brésilien, avant le passage des camions de collecte, il y avait toujours des marchands informels qui se levaient plus tôt et qui allaient ouvrir les bacs et qui prenaient ce qu'ils voulaient avant que les camions de la municipalité arrivent. Donc il y a ces interceptions spatiales ou temporelles qui agissent. Et si on ne considère plus simplement les waste pickers qui, eux, glanent, c'est des glaneurs, donc ils récupèrent gratuitement ce qui les intéresse, mais si on considère tout ce qui est marchand ambulant, voire dans le cas de Coimbatore, le wealth out of waste, il y a aussi l'échange économique et l'incitation financière qui fait que les habitants, plutôt que de donner, voire d'avoir à payer un impôt pour être débarrassés de leurs déchets, évidemment, ils peuvent être tentés de revendre leurs déchets secs pour peu que ça représente un petit revenu non négligeable en fonction de leur niveau de vie. Donc deux dimensions qui font que les courts-circuits dans le cas de Coimbatore étaient extrêmement opérants et que l'opérateur privé était assez furieux de se rendre compte qu'il ne recevait pas du tout ce qu'on lui avait décrit comme étant présent dans le gisement de déchets de la ville. Donc là, voilà, c'est un schéma qui met un petit peu en lumière ces appropriations, avec justement les camions qui sont tout en bas. Et en fait, en amont de la récupération des déchets dans les camions, il y a les waste pickers en jaune qui regardent ce qui traîne dans les bennes à ordures. Il y a les marchands ambulants en vert qui passent en porte-à-porte. Les employés municipaux qui aussi vont mettre de côté ce qui les intéresse. Et dans le cas de Coimbatore, ce qui était très intéressant avec le schéma Wealth Out of Waste, c'est qu'eux, ils ne se contentaient même pas de passer en porte-à-porte. Eux, ils avaient carrément distribué un sac aux habitants à l'intérieur même des maisons pour que les habitants trient et canalisent, détournent le flux de déchets recyclables vers leur récipient à eux. Et c'est là où on retrouve la phrase de mon interlocuteur indien du début, « This is not garbage, this is recyclable ». C'est que, d'une certaine façon, le Wealth Out of Waste, ils introduisent un récipient à l'intérieur même des maisons, ils rachètent au poids ce que ce récipient contient. Donc finalement, ils récupèrent des déchets secs avant même qu'ils soient devenus des déchets d'une certaine façon. Finalement, on a l'impression que dans ce cas-là, on ne passe même plus par la case déchets, c'est-à-dire que le matériau recyclable, il ne finit plus à aucun moment dans la poubelle. Il passe directement dans un espèce de canal qui, dès le début, physiquement, l'identifie comme une ressource, comme un bien privé ou une ressource à valeur lucrative.
Donc voilà, l'histoire que le Wealth Out of Waste combine à la fois ce déploiement spatial particulier et le rachat, la transaction qui vient s'opposer de manière assez éclatante à la transaction sur laquelle repose le service municipal de gestion des déchets, qui est un impôt. Donc c'est partir aussi de ce constat un peu surprenant que coexiste pour un même, je sais pas, une canette en alu ou une bouteille en plastique, dans une même ville va coexister différents systèmes de gestion et de récupération. Et dans un cas, les habitants doivent payer pour ce service, et dans l'autre cas, ça peut représenter une recette. Voilà, donc ça c'est pour la dimension spatiale. Donc on retrouve assez bien cette dimension spatiale qui est décrite par Elinor Ostrom comme un des écueils de la gestion des bassins communs de ressources. Et l'autre question, c'est la dissipation de la rente et donc le fait que s'il y a des passagers clandestins ou des gens qui interviennent dans le prélèvement de la ressource sans en avoir les autorisations, etc., ben, à tout le moins, ceux qui avaient les autorisations et avaient prévu de récupérer cette ressource vont avoir un équilibre économique qui va être mis à mal ou des incertitudes fortes quant à leurs revenus, etc. Et donc là, bon, les tonnages respectifs, je passe assez rapidement, mais le service municipal en tonnage continue de capter l'essentiel du poids et de la matière que les habitants rejettent. Par contre, dans leur dimension de valeur, ça ne représente pas forcément des tonnages très importants parce que le papier, le plastique en volume, c'est déjà des quantités plus importantes. Et surtout, ça va avoir une dimension importante dans les répercussions sur l'équilibre économique. Donc là, on est sur des photos de déchets qui sont déjà fagotés, compressés par des négociants et où on est déjà sur des fagots qui ressemblent déjà beaucoup plus à des produits qu'à ce qu'ils étaient initialement, c'est-à-dire de simples détritus. Et donc on se rend compte là qu'en fait, à travers cette chaîne de récupération, il y a une réelle transformation de ce qui peut être considéré par certains citadins comme de l'ordure en quelque chose qui redevient un bien marchand et un bien marchand. Et donc, c'est à travers toute cette chaîne de récupération, de tri progressif, de plus en plus fin, de transformation, c'est-à-dire on broie, on fait rentrer en fusion des matériaux plastiques pour en reproduire d'autres, on fagote, on comprime, on prépare des cubes de matière qui vont être prêts à être posés sur des smirmors qui vont traverser des centaines et des centaines de kilomètres. Donc, on travaille vraiment à la renaissance d'un produit ou à la reconversion d'une matière en produit marchand à nouveau. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette chaîne de récupération et de recyclage, surtout quand elle est identifiée à travers la figure des waste pickers sur les décharges, est souvent dépeinte comme une réalité assez archaïque, assez marginale, parfois même illégale ou criminelle, mais en tout cas, dans la plupart des temps, comme quelque chose d'arriéré et d'un peu marginal. Et en fait, nos investigations nous ont montré que c'était loin d'être vrai et plutôt une contre-vérité. Au Brésil, où les waste pickers sont beaucoup plus organisés, regroupés en coopératives, etc., ils ont une base de données qui permet de suivre l'évolution du prix auquel ils revendent les matériaux dans leur coopérative. Donc là, on a par exemple le prix des canettes en aluminium usagées récupérées dans plusieurs villes du sud-est du Brésil entre 2001 et 2010. Donc on voit qu'on a des niveaux de prix, donc le barème il est plutôt à droite, en reais brésilien, qui à la tonne va de, on va dire, 750 à 4500 reais, donc des oscillations assez fortes. On voit quand même une tendance haussière dans l'ensemble, malgré la chute vers la fin. Mais dans l'ensemble, le recyclage a été au Brésil, sur cette décennie 2000-2010, une activité de plus en plus lucrative, avec des irrégularités certes. Et ce qui est assez intéressant, c'est de comparer ça au cours de l'aluminium primaire à la London Market Exchange de Londres,
donc de la matière première vierge correspondante, puisque là on est sur des canettes en aluminium usagées. Et on se rend compte qu'il y a un espèce de parallélisme, enfin une espèce de parallélisme saisissant entre les deux courbes, non pas dans le détail, mais en tout cas dans les grandes tendances, et que d'une certaine façon, à la lumière de la crise économique et financière de 2008-2009, on se rend compte que la cotation mondiale de l'aluminium primaire à la City de Londres, non seulement est relativement parallèle au prix de revente par les coopératives de catadores dans les villes du sud-est du Brésil, des canettes en alu, mais que aussi elle précède la plupart du temps les dynamiques de ces tarifs de revente. Et on voit très bien là, dans le cadre de la crise économique et financière, que la chute soudaine des matériaux vierges type aluminium, enfin en l'occurrence bauxite, etc., à la bourse de Londres, s'est immédiatement répercuté sur les tarifs de revente des déchets recyclables correspondants dans les petites villes, enfin ce pas des petites villes, mais dans les villes brésiliennes, par ces coopératives de catadores qu'on estimait justement à la fois archaïques, marginales, etc. Et on se rend compte qu'en progressant dans cette chaîne de récupération et de recyclage, alors certes, les waste pickers, ils se contentent de survivre au jour le jour, de prélever sur la décharge, et quand on leur demande où est-ce que vont les matériaux que vous prélevez, ils ne savent pas très bien répondre, ils montrent le marchand, mais ils n'ont pas de vision d'ensemble de la chaîne. Mais plus on remonte cette chaîne vers le haut, les marchands, qu'ils soient ambulants ou dans les petites échoppes, ils ont déjà une certaine idée de la fluctuation des cours, etc. Ils ont déjà une meilleure vision. Et quand on arrive aux négociants, dans ces hangars à la périphérie, bien souvent, on tombe d'une part, comme je vous disais, sur des entreprises qui sont formelles, qui sont déclarées, qui payent des impôts, etc., mais aussi sur des acteurs qui sont rivés à leur écran d'ordinateur et qui consultent tous les jours les prix des matières premières vierges cotées mondialement et qui, en fonction de ces tarifs-là, ajustent les tarifs auxquels eux rachètent kilo par kilo des petites canettes en alu, des petites bouteilles en plastique PET et tout un tas de déchets recyclables. Et donc, bon, ça je ne vais pas développer, mais si vous voulez, dans ces évolutions, et notamment ce qu'on voit à Coimbatore à travers le dispositif Wealth Out of Waste, où en fait c'est une récupération telle que l'a fait le secteur informel, mais cette fois-ci portée par un acteur industriel d'envergure mondiale, on se rend compte que finalement, de plus en plus, un certain nombre d'acteurs en viennent à concevoir les gisements urbains de déchets comme des réservoirs, des gisements de matières premières, ou enfin, en tout cas de matières secondaires, et de ressources de substitution qui, en cas de renchérissement du prix des matières premières, deviennent des ressources dont l'appropriation est intéressante, d'une part parce qu'elle leur permet de faire étalage d'une certaine responsabilité sociale des entreprises, etc., et d'autre part parce que, dans le cas des cimentiers ou des papetiers, plutôt que d'importer des matières premières vierges de plus en plus chères de l'étranger, elles récupéraient presque gratuitement, ou en tout cas à des tarifs très très faibles, ce qui gisait dans les déchets urbains. Donc on aboutit à des dispositifs d'extraction minière urbaine ou de urban mining, comme on dit en anglais, d'un nouveau type qui du coup viennent un petit peu concurrencer ou rivaliser avec la collecte sélective municipale telle qu'elle s'est mise en place en Europe depuis les années 70. Et donc ce titre un petit peu racoleur de la ruée vers l'ordure que j'ai retenu pour le bouquin vient un petit peu de cette prise de conscience-là, et notamment de ce vous voyez la photo là qui est en couverture, c'est la décharge de Guatemala City en Amérique centrale, où là les waste pickers sont carrément sur la décharge, mais aussi à moitié dans les égouts de la ville, et en fait ils sont plongés dans une rivière extrêmement polluée, où ils récupèrent les déchets dans les eaux. Donc c'est un cas particulier, enfin particulièrement atroce de conditions de récupération. Donc voilà, ils plongent dans des eaux qui sont extrêmement polluées et ils menacent d'être submergés par des montagnes de déchets qui les entourent. Et pourquoi ils plongent dans ces eaux et qu'est-ce qu'ils font dans ces eaux?
en fait, là, vous voyez que cet homme, dans la main droite, il a beaucoup de déchets métalliques. Et en fait, il récupère ces déchets métalliques en se plongeant dans l'eau à l'aide d'un aimant. Et en fait, il est armé d'un aimant et qui lui permet de grappiller tous les déchets ferreux qui vont se trouver dans les déchets ou dans les effluents de cet endroit-là. Et, bon, voilà. Et donc ensuite, ils les revendent exactement selon le même schéma que je viens d'expliquer, etc., à des petits marchands, puis à des négociants, ils désossent, ils trient, etc. Mais moi, ce qui m'a interpellé dans cette photo prise par un photographe, ce n'est pas du tout des photos qui sont de moi, mais c'est qu'il y avait là-dedans une espèce d'image qui faisait écho très fort à quelque chose qu'on connaît historiquement et qui ressemblait beaucoup plus à ça, c'est-à-dire des chercheurs d'or en Australie au XIXe siècle qui s'installaient près d'une rivière sans doute beaucoup moins polluée que celle-ci et qui essayaient de trouver des petites pépites ou des minerais précieux dans la rivière. Donc voilà, cette ruée vers l'or qu'on a connue, aujourd'hui, elle prend cette forme-là, qui est assez apocalyptique dans le cas de Guatemala City, mais qui en tout cas révèle une certaine mutation du regard qu'on peut porter sur ce qu'on considérait largement comme des ordures, qui aujourd'hui, à mesure que la population urbaine augmente, que la demande des pays émergents croît, etc., acquiert une valeur importante, alors que les dispositifs de captation et de récupération et que le passage de l'économie linéaire à l'économie circulaire n'en est qu'à un stade complètement balbutiant, on va dire, se mettent en place ce type de dispositif-là, qui, du coup, rivalisent, coexistent avec des schémas hérités plutôt du XXe siècle, type la collecte sélective municipale, l'impôt, financé par l'impôt, etc. Mais on voit voilà, que ce secteur est en train d'être transformé assez fortement par ces évolutions. Et donc, tout ça pour dire que donc, voilà, ce secteur informel de récupération qui est dans certains cas extrêmement efficace. Au Brésil, ils récupèrent grâce à ça 98% des canettes usagées qui sont utilisées par les Brésiliens. Et Dieu sait que les Brésiliens consomment des canettes de soda, bière et autres. Donc, ce secteur informel qui atteint des taux de performance pour certains matériaux extrêmement plus importants que ce qu'on a réussi à mettre en place en Europe depuis 30 ans, sont loin d'être des dispositifs marginaux et archaïques et sont au contraire extrêmement imbriqués à l'économie industrielle globalisée telle qu'elle se met en place aujourd'hui. Voilà, et donc je finis là-dessus et on peut poursuivre la discussion si vous voulez plus approfondir les cas brésiliens ou autres ou rentrer plus dans le détail de l'analyse aussi. On peut discuter de ce que vous voudrez.